Est-ce que vous savez à quel point on a exploré l'océan? 5%. Et bien que ce chiffre vous paraisse ridicule, je peux vous affirmer qu'on y retrouve des choses vraiment fascinantes et parfois absolument terrifiantes. Si vous avez peur des requins ou alors des fonds marins, je crois que vous n'avez encore rien vu. Entre les créatures non identifiées et les structures de pierre qu'on n'arrive pas à expliquer, cet iceberg retrace de A à Z les phénomènes les plus intéressants. On commencera par les sujets les plus tranquilles, puis au fur et à mesure on s'enfoncera vers les découvertes obscures qui vont terrifier plus d'un. J'ai trouvé des sujets inconnus du grand public et je suis sûr que certains vont vous marquer. Bienvenue dans l'iceberg des anomalies de l'océan. Ce que vous êtes en train de voir, ça n'a pas été fait par accident. Non, ça a été placé volontairement et pour des raisons plutôt absurdes. On est dans les années 70 aux États-Unis et il y a une association de pêcheurs qui s'appelle Broward Artificial Reef. Le groupe pense avoir trouvé le moyen de se débarrasser d'une quantité astronomique de pneus usagés tout en créant, je cite, un récit artificiel. Les gens en avaient marre de voir des pneus partout. Et plutôt que de les stocker dans une décharge, l'association a eu l'idée de construire un récif de pêche tout en se débarrassant de leurs pneus. Ils pensaient que les coraux allaient se développer sur les pneus, ce qui aurait servi d'abri à la faune et la flore. Sauf que c'est tout l'inverse qui s'est produit. Déjà, c'est une idée désastreuse, car très peu d'espèces sont en capacité de s'accrocher à du caoutchouc. Et comme si ça ne suffisait pas, les pneus qui étaient d'abord regroupés se sont séparés au fond de l'océan à cause des courants et des tempêtes. Certains ont alors été emportés et se sont heurtés à des récifs coralliens naturels. Ils ont provoqué de nombreuses conséquences néfastes pour l'environnement. Aujourd'hui, c'est surtout l'association For Ocean qui tente de repêcher et de recycler les pneus. La tâche est titanesque et en plus elle est coûteuse. Le régalec est l'un des poissons les plus longs des océans. Il est à l'heure actuelle une énigme pour la communauté scientifique. Il n'a été que très rarement filmé dans un milieu naturel, car souvent quand on l'a étudié, il était déjà mort. Il peut mesurer entre 5 et 11 mètres et pèse dans les 200 kilos. Apparemment, un spécimen aurait même atteint les 17 mètres, mais cette information n'est pas confirmée. Le régalec pratique l'auto-amputation et se débarrasse de sa queue puisqu'il en a pas besoin pour nager. Ce poisson est à l'origine de légendes, notamment celles sur les serpents des mers ou encore le Loch Ness. En même temps, imaginez, vous êtes un voyageur au XVIe siècle, vous voyez un gros serpent dans l'eau avec un éclat argenté qui attire votre attention. Puis vous apercevez une crête rouge qui se déplace à grande vitesse sur les flots. Ce n'est pas insensé de se croire attaqué par un serpent aquatique. Pourtant, la créature aperçue n'avait rien de reptilienne. Il s'agissait d'un régalec. Selon les rumeurs, il est parfois nommé poisson séisme à Taïwan, puisque des pêcheurs ont remarqué sa présence plus en surface après des gros tremblements de terre. Cependant, aucune étude n'a montré de rapport entre les séismes et ces poissons. 1,8 milliard. C'est le nombre de morceaux de plastique et de déchets présents sur une zone de 1,6 million de km², soit environ 3 fois la taille de la France. Cette zone colossale située entre Hawaï et la Californie se nomme le 7e continent. Le problème principal est que ces plastiques sont destructeurs pour la faune sous-marine, à commencer par les filets fantômes, des filets de pêche dans lesquels des animaux se piègent régulièrement. L'autre problème majeur, c'est évidemment les microplastiques. Ils peuvent être confondus avec du plancton pour les animaux. Du coup, ils en ingèrent et se tuent par suffocation. Et c'est sans compter les produits chimiques qui se déversent dans la mer. Le 7e continent est donc une menace majeure, non seulement pour la vie animale, mais aussi pour la santé humaine, car même nous, on ingère des microplastiques sans le savoir. Le lac du désespoir est une zone sous-marine qui se situe dans un cratère à 1000 mètres de profondeur dans le golfe du Mexique. Ces conditions rendent la vie juste impossible. Malgré sa triste réputation, il y a quelques bactéries, des crevettes et des éponges de mer qui y survivent. Et c'est bien tout. Mais alors, il y a quoi de bizarre dans ce lac sous-marin? Déjà, ces conditions extrêmes s'expliquent par son taux de sel 4 à 5 fois plus élevé que la normale. L'eau est plus dense, plus chaude, et il y a une forte teneur en méthane et en sulfure d'hydrogène. Le mélange entre ces deux éléments fait que l'eau de ce lac est vraiment séparée avec le reste de l'océan. Un détail aussi surprenant que terrifiant, car on ne peut pas s'apercevoir quand on rentre dans sa zone. Si un spécimen a le malheur de rentrer dans le lac du désespoir, il est destiné à mourir lentement, incapable de respirer dans un tel endroit. En 2016, EV Nautilus, un navire géographique, lance une expédition sous-marine au large du parc national des Channel Islands. Tout est retranscrit en direct. Les scientifiques remarquent en live un étrange orbe violet qui les intrigue. Les hypothèses s'enchaînent, mais aucun des chercheurs parvient à donner une explication crédible. Au final, après des manœuvres à l'aide d'un sous-marin téléguidé, ils parviennent à le récupérer.
Ils se rendent alors compte qu'ils ont découvert dans les abysses une mystérieuse forme de vie jamais aperçue auparavant. De là commence une grande recherche pour déterminer leur origine. Est-ce que ça serait une nouvelle espèce à part entière? Rien n'est sûr. Et les scientifiques du Nautilus prennent la décision de s'associer avec des experts d'Harvard. Ils déclarent que déterminer l'origine des orbes risque de prendre des années. Et à l'heure actuelle, on n'a aucune certitude sur leur origine. Certains parlent d'espèces d'algues des profondeurs uniques, et d'autres disent qu'il s'agit de sacs d'œufs venant d'une espèce de poulpe. 8 ans plus tard, une partie de l'énigme continue d'échapper aux scientifiques. Et cet orbe violet ne constitue qu'une étrangeté parmi les tonnes et les tonnes d'autres qu'il reste à découvrir dans les profondeurs. Une espèce vivante, ça naît un jour, puis ça meurt. Bon, je vous apprends rien jusqu'ici. Mais est-ce qu'il existe un spécimen capable de stopper son vieillissement? Eh ben la réponse c'est oui. La méduse immortelle est une espèce de méduse qui présente une capacité unique dans le règne animal. Celle de stopper son vieillissement et de retourner à un stade sexuellement immature. Ça veut dire que théoriquement elle possède une immortalité biologique. Théorique, puisque les méduses immortelles peuvent toujours mourir à cause de maladies ou si un prédateur la dévore évidemment. Mais ce processus d'auto-rajeunissement lui donne littéralement une espérance de vie illimitée. Elle se situe dans les eaux chaudes du Japon, en Méditerranée et aux Caraïbes. Mais petit à petit, elle colonise lentement tous les océans du globe. Pour revenir à sa capacité d'immortalité, elle fascine les scientifiques depuis sa découverte, et elle est explicable par le fait que ces méduses peuvent activer un processus de transdifférenciation. En gros, elles rajeunissent ces cellules pour les faire revenir à un état antérieur, et ça dans des conditions de famine, de changements environnementaux et de blessures. Le requin du Groenland est une espèce de requin qui peuple principalement les eaux froides de l'océan Arctique. Son métabolisme très lent et sa température corporelle lui permettent une croissance ralentie et grâce à ça, il peut vivre plusieurs siècles. Son apparence fait froid dans le dos. Une peau grise, d'énormes yeux vitreux et surtout ses 7 mètres de longueur, ce qui en fait le deuxième plus grand requin carnivore derrière le requin blanc. Quant à sa durée de vie moyenne, elle est estimée à environ 272 ans. On parle ici du vertébré avec la meilleure longévité du règne animal. Les chercheurs effectuent des datations au carbone 14. Grâce à ça, on a pu déterminer qu'ils peuvent atteindre les 400 ans, voire même 500 ans de longévité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est 400 ans. Ça veut dire qu'il y a des spécimens qui sont nés avant la création des États-Unis. Le triangle des Bermudes est une zone de l'océan Atlantique qui forme un triangle entre la Floride, Porto Rico et l'archipel des Bermudes. Elle est à l'origine d'énormément de mystères et de spéculations depuis les années 50. En effet, il y a énormément de disparitions qui ont eu lieu dans cette zone. Cette triste réputation remonte après la Seconde Guerre mondiale en décembre 1945. Car lors d'un vol de routine, 27 militaires et 6 avions y disparaissent. L'affaire est très médiatisée. À partir de là, les théories du complot délirantes s'enchaînent, portent vers une nouvelle dimension, cité de l'Atlantide, base extraterrestre secrète, et d'ailleurs au Japon, il y a également une zone nommée le Triangle du Dragon avec les mêmes histoires de naufrage que le Triangle des Bermudes. Plusieurs bateaux ont coulé sans explication apparente. Des chercheurs pensent que le Triangle des Bermudes se situe au sommet d'une montagne sous-marine. Certains disent que les accidents sont dus à des phénomènes météorologiques. Malheureusement, la théorie la plus réaliste à ce sujet est extrêmement décevante. Il n'y a juste pas de disparition anormalement fréquente dans cette zone. Les chiffres avancés ne sont en réalité pas plus élevés qu'ailleurs. Malgré tout, il est compréhensible que le Triangle des Bermudes soit aussi marquant. Il anime les passions depuis longtemps, et les histoires autour de lui nous permettent de nous divertir encore aujourd'hui. Casse 2 est le nom d'un yacht retrouvé à la dérive en 2007 sur les côtes nord-est australiennes près de la Grande Barrière de Corail. Il est aussi appelé le yacht fantôme. Son sinistre surnom, il le doit à l'état dans lequel on l'a retrouvé. Complètement vide. La voile était déchirée, mais la table dressée et les gilets de sauvetage étaient parfaitement rangés. Le moteur du bateau et un ordinateur étaient tous les deux allumés. Et pourtant, personne à bord. Une enquête a été menée et on a pu identifier les propriétaires du yacht. Il appartenait à 3 hommes d'âge moyen. Ils n'avaient pas de casier judiciaire, on a donc écarté la piste d'un assassinat. Le casse 2 a attiré l'attention des médias. Beaucoup de personnes ont encore crié à l'intervention du paranormal. Cependant, une enquête révèle qu'il s'agit probablement d'un accident. En effet, tomber à l'eau depuis un yacht est facile, mais parvenir à remonter est vraiment difficile. On peut donc imaginer un scénario où l'un des hommes est tombé et que ses amis ont essayé de lui venir en aide mais sans succès. Ils se sont lentement noyés car ils étaient incapables de regagner le bateau. Mais cette version ne pourra jamais en être sûre à 100%, et le casse 2 reste toujours un mystère.
Le Marie Céleste est un cas de bateau fantôme très célèbre. Il a été retrouvé sans équipage dans l'Atlantique en 1872. Tout commence lorsque l'équipage du Dei Gratia aperçoit un navire qui vogue dans l'Atlantique. À cause du comportement anormal de ce vaisseau, ils décident de l'inspecter. Et une fois à bord, ils découvrent ce qui va devenir le bateau fantôme le plus célèbre de l'histoire. Il n'y a personne. Les effets personnels sont intacts, la cargaison qui transporte est parfaitement rangée. C'est comme si les humains présents dans le Marie Céleste s'étaient volatilisés sans raison. Il y a eu énormément de spéculations sur le cas du Marie Céleste, et même des enquêtes qui ont été menées. Déjà, on suspecte que toutes ces disparitions ne soient qu'une mise en scène. Ils auraient ramené le bateau seulement pour arnaquer et empocher une récompense. Sauf que ça n'a abouti à rien, et il semble que le navire fantôme a réellement été trouvé désert. Et ensuite, des théories plus folles ont vu le jour, comme par exemple une attaque de pirates ou une mutinerie. Les deux cas sont presque impossibles puisque la cargaison a été laissée intacte et qu'aucune trace de lutte n'est visible. On commence donc naturellement à parler de paranormal. Pieuvres géantes, fantômes, voire même monstres volants. Mais aucune explication officielle n'existe. On pense que l'équipage du Marie Céleste a dû fuir le bateau dans l'urgence à l'aide d'un canot. Mais on ne sait pas pourquoi et on le saura probablement jamais. À votre avis, c'est quoi le plus gros cauchemar d'un navigateur? Des tempêtes violentes? Des requins? Ou peut-être des pirates? Et si je vous disais qu'il y a un phénomène naturel qui dépasse toutes ces choses? Une vague scélérate, c'est ça. Ces types de vagues sont très hautes et mortelles. Elles peuvent dépasser les 15 mètres de hauteur et apparaissent soudainement. Évidemment, elles sont à l'origine de naufrages à cause de leur caractère imprévisible. Et pour ne rien arranger, ce phénomène est extrêmement rare à observer. La raison est simple à expliquer. Plein de vagues se font et se défont dans l'océan, donc pour en être témoin, il faut se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est pour ça que les scientifiques ont longtemps cru que ces vagues scélérates n'étaient que des légendes. Et ça, malgré le témoignage de marins. La première observation avérée date de 1995 sur les côtes norvégiennes. Grâce aux outils scientifiques modernes, elles sont enfin admises comme réelles par les chercheurs. Malgré ça, ce type de vague reste compliqué à comprendre et impossible à prévoir. On sait juste qu'elles se forment à cause d'interférences constructives. En gros, quand plusieurs vagues contraires se rencontrent et que leurs sommets s'alignent, elles forment une nouvelle vague encore plus haute. Cependant, leur formation peut aussi dépendre de d'autres facteurs. Et surtout, elles peuvent avoir lieu n'importe où et n'importe quand. Si un bateau se trouve proche d'une vague scélérate par malchance, alors il ne lui reste qu'à croiser les doigts de s'en sortir vivant. La fosse des Mariannes est la fosse océanique la plus profonde du monde. Elle se situe dans le nord-ouest du Pacifique et s'étend en forme de croissant sur 2550 km. Cette fosse est surtout connue pour être l'emplacement d'un point très profond, la vallée Challenger Deep à 10 984 mètres sous la terre. Un record absolu puisque ça en fait l'un des points les plus proches de la limite de la croûte terrestre. Les conditions y sont extrêmes. Il fait nuit noire en permanence et malgré cet éloignement avec le soleil, il n'y fait absolument pas froid. Au contraire, les sources hydrothermales peuvent faire monter la température de l'eau jusqu'à 370 degrés. Et c'est sans compter la pression, près de 1000 fois supérieure en comparaison avec la surface. Pourtant, dès les années 60, les premières expéditions y sont menées. Jacques Picard et Don Walsh tentent leur chance à l'aide d'un sous-marin spécialement conçu pour l'exploration des abysses. Et ils y font une découverte surprenante, la présence de crevettes. C'est la preuve qu'il y a de la vie, même dans le point Challenger Deep. Depuis cette expédition, environ une trentaine d'autres ont été menées. Elles ont permis de nombreuses découvertes. Certaines très positives nous permettent de mieux comprendre comment la vie peut s'étendre dans de tels endroits. D'autres plus tristes nous indiquent que même à des profondeurs abyssales, on a réussi à retrouver des sacs plastiques. De quoi nous alarmer sur l'importance de préserver les fonds marins. En 2011, une équipe suédoise connue sous le nom d'Ocean X va s'aventurer dans la mer Baltique. Et à un moment, ils vont tomber sur ça. Détecté à l'aide d'images sonars, elle a retenu l'attention. Avec sa forme étrange jamais vue auparavant, de nombreuses personnes y ont vu la preuve de l'existence d'un ovni. En effet, l'anomalie ressemble à une espèce de gros vaisseau d'une quinzaine de mètres de diamètre. Elle possède un trou en forme d'œuf en son sommet et donne l'impression de voir un artefact. En plus, on dirait même qu'il y a un escalier. Cependant, les chercheurs ne prennent pas en compte la possibilité d'un ovni. Néanmoins, personne ne sait précisément ce qu'est l'anomalie de la mer Baltique. Les scientifiques affirment pour la plupart qu'il s'agit d'une formation géologique naturelle, sans pour autant réussir à expliquer pourquoi cet objet a cette forme.
Mais il se peut aussi que ce soit un site archéologique englouti jamais découvert. Une hypothèse moins probable, mais qui reste une possibilité. Des recherches plus approfondies ont été menées sur l'anomalie. Cependant, aucune n'a pu confirmer sa véritable nature. Les spéculations qui l'entourent ne risquent pas de s'arrêter. Le calmar à l'ombra est un animal des profondeurs vraiment troublant. Enfin, je sais pas, ça vous fait pas quelque chose de voir ça? Ses longs bras et tentacules effilés nous donnent l'impression qu'il est venu tout droit d'une autre planète. Bon après, vous risquez pas de le rencontrer, il vit dans les grands fonds marins entre 1000 et 4000 mètres de profondeur. Son lieu de vie, à des milliers de mètres sous l'eau, rend les observations exceptionnelles. Quelques robots sous-marins ont déjà réussi à le filmer dans le golfe du Mexique. Les scientifiques pensent qu'ils sont dans tous les océans de la planète, mais uniquement à des profondeurs abyssales. C'est une espèce qui a été découverte que très récemment. Les chercheurs en savent peu à son sujet. Par exemple, ils ont longtemps pensé que le calmar à l'ombra était une espèce unique, alors qu'au final, il existe 5 types de calmars à l'ombra. Jusqu'à présent, des spécimens de plus de 6 mètres ont été trouvés. Ces tentacules peuvent faire environ 20 fois la taille du corps. Elles sont équipées de ventouses microscopiques qui lui servent à attraper ses proies. Mais le reste de ses comportements sont trop peu connus pour déterminer ça avec exactitude. Son mode de vie, son alimentation, son mode de reproduction, rien ne peut être déterminé. Le calmar à l'ombra reste un mystère pour la communauté scientifique. C'est quoi la solitude? Peu importe votre réponse, s'il y a un endroit sur Terre où vous êtes sûr de la rencontrer, c'est bien au point Nemo. Autrement dit, le point le plus éloigné de toute Terre. Son nom vient du capitaine Nemo, ce qui signifie personne en latin. C'est un nom qu'il porte bien puisqu'il n'y a effectivement personne à cet endroit. C'est littéralement le néant. Il se situe dans le Pacifique Sud, il est à plus de 1600 km à distance égale de 3 îles, elles-mêmes lointaines. L'île Jussy, l'île Motunui et l'île Maheur. Autour de ce point, ce n'est qu'un vaste océan ouvert sur toutes les directions. L'activité, qu'elle soit humaine ou animale, est très peu développée à cet endroit. C'est pour ça que les laboratoires de l'ISS font écraser des engins spatiaux, il y en a environ 200. On parle même de cimetières d'engins aéronautiques. C'est pratique, car vu que cette zone est éloignée de tous les pays, elle n'est sous aucune restriction juridique. Qui sait le genre d'épave qu'on pourrait retrouver sous ces eaux? Il y a vraiment très peu de plongeurs qui tentent leur chance, car en cas de problème, il faudrait plusieurs jours avant que des secours arrivent. Les secrets que cachent les profondeurs stimulent l'imagination des humains depuis des siècles. Dans plusieurs mythes, il est courant de retrouver des créatures en lien avec l'océan. On a par exemple Charybde et Scylla chez les Grecs. La première aspire les flots et détruit le bateau. La seconde est un monstre à plusieurs têtes qui dévore les survivants. Ou encore le monstre du Loch Ness en Écosse, qui d'ailleurs a probablement été confondu avec une anguille. Mais le plus connu reste le Kraken, le fameux calamar géant célèbre pour faire couler les bateaux avec ses longues tentacules, et aussi pour dévorer les marins et les baleines. Présent dans les légendes nordiques, il vit proche des côtes norvégiennes. Beaucoup de marins témoignent en avoir vu durant les siècles précédents. Alors fiction ou réalité? Parfois un peu des deux. De véritables espèces vivantes peuvent être prises pour des monstres marins. Si ces dernières sont impressionnantes, il est facile d'imaginer que ces rencontres puissent être exagérées. Exactement comme avec le régalec et les serpents des mers. Le monument de Yonaguni est une anomalie proche d'une île au sud du Japon. C'est une formation rocheuse de forme pyramidale, anormalement régulière d'environ 75 mètres de long pour 60 mètres de large et 25 mètres de haut. Selon certains, il s'agit d'une création d'origine humaine. En effet, avec sa forme de pyramide et d'autres éléments qui ressemblent à des marches et des terrasses, il est compliqué de croire le contraire. Les pierres ont été à la surface il y a plus de 2000 ans et ça on le sait. Le monument a peut-être été immergé suite à un tremblement de terre. À part ça, des plongeurs ont aussi aperçu des trous dans la structure qui servaient probablement à accueillir des pieux. Ils ont aussi découvert d'étranges formes au mur qui semblent être des représentations picturales. Et pour cause, ces deux matériaux ne peuvent pas se conserver aussi longtemps. Il n'existe donc aucune preuve directe de création humaine. Mais la structure semble trop ordonnée pour ne pas l'être. Cependant, il y a d'autres chercheurs qui sont sûrs que ça vient pas de l'homme. La surface des murs n'est pas si régulière que ça. Cette impression est largement accrue par les coraux et les algues accrochées aux parois. Quant aux autres preuves, elles sont trop imprécises pour qu'on puisse être sûr que c'est d'origine humaine. Le monument s'est peut-être formé à cause de l'érosion et des vagues. Une autre théorie intéressante donne raison aux deux parties. Le monument de Yonaguni était effectivement une structure naturelle. Elle a ensuite été améliorée et occupée par des humains. Mais on n'a aucune preuve qui permet d'avancer cette affirmation.
En août 2010, une entreprise japonaise qui fait des recherches sur les océans a fait une vidéo de ce qui s'apparente être une créature avec deux yeux blancs. Ce qui est déroutant, c'est que l'entreprise a posté la vidéo sans aucune description ni explication. Tout ça laisse donc penser que c'est juste un rocher avec deux coquillages posés. Mais ça n'a pas empêché les gens de spéculer. Très honnêtement, je pense que c'est juste un rocher. Mais peut-être que la créature s'est tellement bien se camoufler que vous et moi on s'est fait avoir. On s'est fait avoir à penser que c'était juste un rocher. Et des enregistrements de ce genre, il y en a des dizaines d'autres. Qui sait ce qui se cache dans les 95% d'océans qu'on n'a pas explorés? Un globster est une masse de matière organique non identifiée retrouvée au large d'une côte. Le terme nous a été donné par Ivan T. Anderson en 1962. Ces étranges carcasses sont à l'origine de débats, puisqu'on ne sait pas avec certitude ce qu'elles sont. En plus, les globsters sont des phénomènes assez rares. Le premier cas remonte à 1648, et entre cette date et aujourd'hui, on n'en compte qu'une vingtaine. Ils sont généralement de grande taille, leur apparence se caractérise par leur forme étrange. C'est évident qu'il s'agit d'un vestige d'origine organique. Mais pourtant, on peut identifier aucune tête ou aucun os. Pour ne rien arranger, les formes étranges donnent souvent l'impression de distinguer des tentacules. Et comme les cas de globsters sont à la fois rares et incompris, les théories habituelles ont vu le jour. Aliens, kraken et j'en passe. La véritable raison de l'existence des globsters est tout à fait explicable. Il s'agit très probablement de restes de baleine. Cet animal possède une épaisse couche de collagène sous sa peau. Le collagène est très résistant et peut mettre plusieurs mois avant de disparaître. Lorsqu'une baleine meurt en pleine mer, le collagène dans son corps flotte et parfois s'échoue sur des plages. Après, faut rappeler que cette théorie ne marche pas pour 100% des cas. Avant de vous décrire ce qu'est le bloop, laissez-moi vous passer un extrait. Le bloop est le nom d'un son à ultra basse fréquence originaire du Pacifique et capté en 1997. Il est parmi les plus puissants en provenance de l'océan jamais enregistrés dans l'histoire. Il a naturellement attiré l'attention des scientifiques et d'autres curieux. Les bloops ont été captés plusieurs fois et à un rayon de 5000 km de leur point d'émission. Le plus intriguant est qu'il peut potentiellement provenir d'un animal des grands fonds inconnus. Et surtout, si cette soi-disant créature est à l'origine du bloop, il faudrait qu'elle soit gigantesque. En effet, même les baleines bleues, les plus gros mammifères connus, sont incapables d'émettre un son à basse fréquence aussi puissant. Les plus fantaisistes ont donc vu là l'appel d'une créature monstrueuse des grands fonds, tandis que les fans de littérature optent plutôt pour dire que le bloop pourrait être une preuve de l'existence de Cthulhu, une créature fictive. Les scientifiques ont trouvé une hypothèse beaucoup plus réaliste. Selon eux, le bloop est provoqué par un iceberg, car la fréquence et la durée des signaux sont compatibles à ceux d'un tremblement de glace. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que aucun bloop n'a été entendu depuis celui-ci. Il existe un gigantesque océan à 700 km sous nos pieds. Une affirmation loin d'être anodine, puisqu'il s'agit d'une découverte folle pour les géologues. On a longtemps pensé que la température et la pression exercée sous terre empêchent totalement le développement de l'élément aquatique. Mais c'était avant la découverte d'un diamant qui s'est formé à plus de 400 km de la surface. En l'étudiant, les chercheurs ont trouvé à l'intérieur un minéral nommé ringwoodite. Un minéral particulier puisqu'il est hydraté sous sa forme solide. Et des diamants qui contiennent ce minéral ont été trouvés en Amérique du Sud et en Afrique. Il existe donc potentiellement un gigantesque réservoir d'eau planétaire contenu dans ces roches. Elle se trouve à 700 km de profondeur dans une zone de transition entre le manteau inférieur et le manteau supérieur de notre planète. Cette hypothèse remet en question énormément de choses. D'où vient réellement l'eau sur Terre? Jusqu'à présent, la théorie la plus admise par la science est que l'impact d'une météorite avec notre planète nous a apporté cet élément. Mais maintenant, il semble plutôt que nos océans en surface se sont formés progressivement de l'intérieur de la Terre. Il n'est donc pas impossible que le contenu dans les ringwoodites soit en réalité l'eau primordiale qui a permis la vie. Aujourd'hui encore, les recherches continuent. Mais déjà, rien que le fait de savoir qu'il y a de l'eau à des centaines de kilomètres de la surface reste quelque chose de fascinant. Héracléon, aussi connu sous le nom de Taunis, est une cité antique engloutie il y a 2000 ans. Mentionnée par des textes de la Grèce et l'Égypte antique, cette cité était un gigantesque port et a été l'une des plus grandes villes égyptiennes. Elle se situe dans le delta du Nil, on a longtemps pensé qu'elle était fictive. Puis en 1996, des archéologues retrouvent les ruines à seulement une dizaine de mètres sous le niveau de la mer. Les grandes fouilles archéologiques vont donc débuter. Grâce à elles, les chercheurs se rendent compte que la cité connue sous le nom de Taunis par les Égyptiens
est en réalité la même qu'Héracléon mentionné par les Grecs. En plus, de nombreux artefacts égyptiens ont été retrouvés à côté de céramiques grecques. La cité antique était donc importante pour la géopolitique et l'économie antique, mais elle était aussi un lieu de culte important. C'est dans Héracléon que se trouve le temple d'Amon, le dieu suprême chez les Égyptiens. Lorsqu'on sait ça, il devient étrange de se dire qu'une ville aussi importante a été retrouvée après des siècles. En réalité, ça s'explique par le sort tragique qu'elle a connu. Durant le 2e siècle avant Jésus-Christ, Héracléon a été victime de plusieurs tremblements de terre suivis de tsunamis et de glissements de terrain. Elle s'est donc affaiblie, puis l'incroyable cité antique s'est effondrée et a sombré sous la mer. Comment réagiriez-vous si vous tombiez face à un animal complètement inconnu? C'est ce qui s'est passé le 12 juillet 2008. Les habitants de Montauk qui étaient à la plage sont tombés sur le cadavre d'un spécimen vraiment étrange. Le monstre de Montauk, c'est son surnom. La photo a fait un buzz et a été le point de départ de beaucoup de spéculations. Et pour cause, les habitants de la ville se retrouvent face au cadavre de cette chose, qui ne ressemble à aucun animal. Entre son apparence de chien, sa peau dénuée de fourrure, ses longs doigts effilés presque humains et sa gueule en forme de bec, il fait froid dans le dos. Mais comme le cadavre n'a jamais été retrouvé et n'a jamais pu être manipulé par des spécialistes, on peut pas avoir de réponse définitive à cette anomalie. Cependant, juste avec ce cliché, des théories crédibles ont vu le jour. Bien évidemment, la première réaction des gens a été de dire que le monstre de Montauk est une expérience ratée de laboratoire. L'expérience aurait donc donné naissance à un chien-aigle. Bon ok, pourquoi pas. D'autres pensent qu'il s'agit d'une tortue sans carapace, et le scientifique Darren Naish pense qu'il s'agit de la carcasse en décomposition d'un raton laveur. Et pour ce qui s'agit du bec, c'est un phénomène normal. La peau de l'animal s'est décollée, ce qui laisse que l'os et la mâchoire visibles. Le monstre du Montauk est surtout marquant à cause de sa photo particulièrement effrayante. Il est clair que personne ne veut se retrouver face à une créature pareille en chair et en os. La théorie du primate aquatique est une théorie scientifique très controversée. Concrètement, elle dit que l'homme a connu une phase de vie semi-aquatique durant son évolution. Puis, après cet épisode, nos ancêtres ont fini par s'installer sur la terre ferme. Cette théorie a été émise pour la première fois en 1960 par Alistair Hardy. Elle est censée expliquer nos caractéristiques physiques et même certains de nos comportements. Selon les partisans de cette théorie, nos lointains ancêtres ont vécu très proches des points d'eau. Ça explique pourquoi les bébés retiennent instinctivement leur respiration sous l'eau, pourquoi on est nu et sans fourrure, contrairement aux autres grands singes. Cependant, cette théorie est très réfutée par les scientifiques. Ils préfèrent pour la plupart en favoriser d'autres. Tous les arguments énoncés par cette théorie ne tiennent que sur des scénarios spéculatifs, et pas sur des preuves archéologiques. Cette théorie a plutôt laissé indifférent la majorité des anthropologues, mais je trouvais ça quand même intéressant de l'évoquer pour cet iceberg. Le monstre de Saint-Augustin est le nom d'une carcasse de 6,5 mètres retrouvée sur une plage en Floride. Sa forme étrange a fait croire à beaucoup de personnes qu'il s'agissait d'un cadavre d'une espèce de poulpe géant. Ce monstre est le cas le plus connu de globster de l'histoire. C'est en 1896 que le monstre est retrouvé par 2 garçons. Ils s'arrêtent et pensent d'abord à une baleine échouée. Des choses qui arrivent parfois sur les côtes de la Floride. Ils font venir un médecin et il annonce qu'il s'agit d'un animal mort, noyé et mutilé. Le 7 décembre de la même année, le docteur en question revient accompagné de 2 photographes. Ils prennent cette photo, aujourd'hui restée dans l'histoire des anomalies de l'océan. Mais un autre homme revient sur les lieux et affirme avoir trouvé sous le sable une tentacule gigantesque. Le mystère s'épaissit, et les spécialistes se battent pour savoir si le monstre de Saint-Augustin est un cadavre de calamar géant ou une tête de cachalot en décomposition. La réponse définitive n'est donnée que bien plus tard en 1995. Suite à des analyses, on trouve enfin des réponses. Le monstre de Saint-Augustin n'est finalement qu'un cas banal de globster. Et oui, désolé de vous avoir déçu. C'est en réalité un amas de collagène qui provient des restes d'une baleine. Et dire qu'il a quand même fallu 100 ans pour percer l'identité de cette fameuse créature. L'île de Bermeja est le cas d'île fantôme le plus célèbre, encore irrésolu à ce jour. Située dans le golfe du Mexique, elle est mentionnée dès le XVIe siècle. C'est une petite île d'environ 80 km² et elle a servi de frontière maritime entre 2 pays, les États-Unis et le Mexique. L'inexistence de Bermeja a été confirmée en 1997. Les îles fantômes sont des phénomènes qui peuvent se produire à cause d'une erreur de cartographie. Certains pensent que l'île a pu disparaître suite à des catastrophes naturelles comme un tremblement de terre ou un tsunami. Mais il est important de mettre un peu de contexte géopolitique à cette mystérieuse disparition.
En effet, dans les années 90, des compagnies pétrolières découvrent de gigantesques gisements dans la même zone géographique. C'est très avantageux pour le Mexique qui possède l'île à proximité. Le Mexique décide de négocier avec les États-Unis pour se partager le gisement. Mais le gouvernement mexicain se rend compte pendant les négociations que l'île est introuvable. Un navire océano-géographique est envoyé sur place en 1997 et n'a rien trouvé aux coordonnées qu'elle est censée avoir. Les États-Unis sont contents car l'île était plus proche du Mexique, donc au final les deux sont perdants. Il y a des gens qui ont commencé à comploter en affirmant que les États-Unis ont bombardé l'île de dynamite. Certains vont même jusqu'à dire qu'une bombe nucléaire y a été larguée. Ce qui est vraiment improbable. On ne saura donc jamais ce qui lui est arrivé, ni même si elle a existé. Mais il est clair que l'histoire de cette île fantôme, remise dans son contexte, est plutôt perturbante. Le mystère des îles Flannan est l'un des cas de disparition les plus étranges qui existent. Il s'est déroulé sur la petite île écossaise d'Eleanmore durant l'hiver 1900. L'équipage de l'Arctor se rend compte que le phare de l'île est éteint. Ils ignorent ce problème, accostent un peu plus loin et font un rapport pour prévenir de l'anomalie. Puis le 26 décembre de la même année, comme aucun signe de vie n'émane de cette île, on y envoie des enquêteurs. D'habitude, Eleanmore est occupée par 3 gardiens. James Ducat, Thomas Marshall et William MacArthur. Mais Jim Harvey, l'homme envoyé sur place pour mener l'enquête, ne trouve personne. À l'intérieur du phare, l'horloge est arrêtée, la table est dressée et une chaise est renversée. Cependant, aucun signe de vie. Des preuves indiquent que l'île a été victime d'une énorme tempête. C'est notamment sur la côte ouest que la plus grosse des traces est retrouvée. Une caisse renversée qui a chuté de la falaise, un chemin déformé et d'énormes rochers déplacés. L'enquêteur en a déduit que les 3 gardiens ont essayé de sécuriser la caisse le soir de l'orage. Sauf que c'était sans succès, et ils ont été emportés par une gigantesque vague très soudaine. L'enquête est relancée, et il y aurait des rumeurs comme quoi un journal a été laissé sur place par l'un des gardiens. Ce journal révélerait des choses troublantes, qui remet en cause la théorie admise. Sauf que ce journal a été complètement inventé. Cependant, l'histoire est devenue si populaire que chacun y ajoute sa théorie pour expliquer le mystère. L'une des plus connues étant que MacArthur était devenu fou et a massacré ses 2 coéquipiers. Il les a ensuite jetés de la falaise avant de mettre fin à ses jours. C'est purement spéculatif évidemment, mais il est fascinant de voir ce que notre cerveau peut inventer à l'aide d'une histoire aussi énigmatique que celle-ci. Le poisson bathysphère intouchable, parfois appelé poisson dragon géant, est censée être une espèce des profondeurs. Elle est décrite en 1932 par William Bibb, un célèbre naturaliste américain. C'est cet homme qui est à l'origine de la bathysphère, une boîte en acier arrondi équipée d'un hublot. Il s'agit de l'un des premiers moyens qui a été mis au point pour se rendre dans les abysses. Et Bibb a utilisé les bathysphères durant ses explorations dans les Bermudes entre 1930 et 1934. Une fois à plus de 500 mètres de profondeur, il pense avoir découvert des espèces incroyables. La plus connue est le poisson dragon géant. Un gros animal marin d'1,80 m environ qui partage des caractéristiques communes à celles des barracudas. Mais en plus de ça, il est décrit comme bioluminescent. Sauf que ce poisson bioluminescent que nous décrit William Bibb n'a jamais été retrouvé depuis. Ces rapports sont les uniques témoignages de son existence. Mais alors, qu'est-ce qu'il a vu? C'est un scientifique sérieux, c'était vraiment pas son genre de mentir. Donc il a peut-être fait des erreurs. Il a potentiellement confondu des espèces de poissons ou n'a simplement pas vu de la bioluminescence. En revanche, peut-être que tout ce que dit Bibb est réel. Ce qui voudrait dire que cet étrange poisson des profondeurs a disparu et les mystères des profondeurs resteront dans les profondeurs. Le Ningen est une mystérieuse créature sous-marine qui peuple, d'après les rumeurs, les eaux glacées de l'Antarctique. En japonais, Ningen signifie humain, surnom qu'il doit à sa vague forme humanoïde. Ses caractéristiques physiques ne sont pas précises et varient d'une version à une autre. Des fois il est présenté comme une grosse baleine de 30 mètres de long et des fois il est présenté avec des jambes et des bras. Ses seuls traits de visage reconnaissables sont une étrange bouche et des yeux. On ne sait même pas s'il est censé être un animal sous-marin ou semi-aquatique. En tout cas, il est souvent représenté comme mi-humain, mi-cétacé. Plusieurs équipages l'auraient aperçu, et selon des internautes, différents gouvernements cherchent à cacher l'existence de ce monstre pour de sombres raisons. Il est notamment compliqué à trouver puisqu'il est camouflé dans la glace et qu'il préfère sortir la nuit. Désolé de casser vos espoirs, mais le Ningen est considéré comme un canular.
Cette créature s'est exportée dans le monde entier grâce à Internet au début des années 2000. Depuis, il est devenu un mème, et il est certainement pas réel. En effet, cette créature n'est ni plus ni moins qu'une version moderne du mythe de la sirène. Mais surtout, c'est comme une preuve de la fascination qu'on a pour la mer, car l'humain ne se lasse pas de s'amuser à se faire peur à propos de ce sujet. L'antenne d'Eltanin est un objet sous-marin longtemps resté comme non identifié. Sa photo a été prise dans un détroit entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique par l'équipage d'un navire américain en 1964. C'est sa forme étrange qui lui a valu son nom. Et malgré que la photo ne soit pas nette, de nombreuses théories hasardeuses ont été faites. Les scientifiques ont d'abord suggéré qu'il s'agit d'une espèce de plante inconnue. Chose improbable vu que la photosynthèse est impossible dans les profondeurs. Et donc, face à ce phénomène inconnu, d'autres théories plus fantaisistes sont émises, comme celle sur une technologie sous-marine russe, mais aussi celle sur une antenne posée par des aliens ou une civilisation ancienne. Cette antenne est restée longtemps une énigme à cause du manque de moyens de l'époque pour pouvoir mener des recherches approfondies. Cette anomalie présente des similarités avec une éponge carnivore, la Cladorhiza concrescens. Quand cette éponge est en vie, elle se dresse et ressemble vaguement à une antenne. C'est pour ça que la confusion peut être due à la méconnaissance de cette plante et à la qualité de l'image. Le terme d'océan cosmique désigne une métaphore du monde et du cosmos, une idée dans laquelle l'univers entier, avec ses étoiles, ses planètes et les autres corps célestes, forme en réalité un grand océan. Avant l'existence du monde, il n'y aurait eu que cette vaste étendue d'eau qui incarne le chaos primordial. C'est un concept associé à la religion et à la philosophie. Un bon exemple est la mythologie égyptienne antique. En effet, les Égyptiens pensaient que l'univers a été un océan cosmique chaotique, jusqu'à la naissance de Ré, le dieu du soleil. Chez les Juifs, dans le livre de la Genèse, il y a des océans supérieurs qui se situent au-dessus du ciel, ce qui forme une sorte de barrière entre notre monde et le reste du cosmos. Si on se penche sur le côté imagé de l'océan cosmique, sur la manière dont on peut l'interpréter, on peut alors dire qu'elle décrit à merveille l'univers comme une étendue vaste, inexplorée et remplie de choses inexpliquées. Un lieu où tout est lié et où règne le chaos et non notre civilisation. Certains astronomes utilisent cette métaphore pour illustrer l'immensité de l'espace et la quête humaine de compréhension. Chaque étoile ou planète découverte peut être comparée à une île dans cet océan infini. Ça symbolise à la fois notre soif de connaissance, mais aussi notre insignifiance face à l'immensité de l'univers. Bon, je vais peut-être un peu loin, mais ce dernier sujet, c'était surtout pour faire une transition. Est-ce que ça vous dirait un iceberg sur l'espace? J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve en 2025 avec de nouvelles et surtout meilleures vidéos. Merci de me suivre dans mon aventure YouTube. On est déjà 15 000, c'est juste énorme. J'espère que mon contenu pourra toucher d'autres personnes. En tout cas, bonne année à vous. C'était Rubdes. À bientôt.